vers Gonaïves, l'une des principales villes d'Haïti, pour un rendez-vous à haut risque. Nous nous dirigeons au nord pour rencontrer les Ambachal, un gang qui contrôle plusieurs quartiers. En plein centre-ville, deux hommes armés de fusils d'assaut sont venus nous chercher. La scène est surréaliste. Ils discutent tranquillement devant des passants à peine étonnés. Et ils tiennent à nous montrer que leurs armes ne sont pas des jouets. Ce gang est accusé d'agression, de racket sur les commerçants. Mais ce jour-là, ils préfèrent se présenter comme une simple milice de citoyens qui défend le quartier. Il y a des hommes armés qui viennent semer la violence dans le quartier. C'est pour ça que nous portons des armes, pour protéger le business des habitants d'ici. Des bandits viennent nous embêter, vous comprenez? Effectivement, des ennemis, il n'en manque pas. Ils s'appellent Gran Grif ou Ticho. Des noms sympathiques, mais qui cachent des criminels redoutables. Les autorités ont officiellement recensé 76 bandes armées dans le pays. Raquettes, meurtres, ces groupes armés ne reculent devant aucune démonstration de force. Leurs chefs sont parfois considérés comme des héros par les populations. Le plus puissant d'entre eux est surnommé Barbecue. Sa spécialité, brûler les gens dans leur maison. Nous l'avons rencontré dans son quartier. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose. Je ne dis pas ça. Pour se financer, ces groupes ont imposé au pays une vague de kidnapping sans précédent. Chaque jour, 10 personnes sont enlevées dans les rues de la capitale. Et tout le monde est concerné. Les pauvres comme les riches. Ils ont enlevé l'ancien commissaire, ils sont montés avec lui dans la voiture, ils sont partis. Nous étions là pour le premier jour de liberté de 2 religieux français. Des otages relâchés après 19 jours de détention. Il y a eu des moments difficiles. Cette petite île de la mer des Caraïbes a longtemps été surnommée la perle des Antilles. Désormais, le pays est devenu Haïti la maudite. En 2010, un tremblement de terre a rasé la capitale. 300 000 morts. Ici, l'État est en faillite depuis des décennies. Pour tenir le pays, chaque président a financé ses propres milices, qui sèment la terreur dans les quartiers tenus par l'opposition. Il nous a attaqués avec des vraies balles. Une instrumentalisation de la violence par les partis politiques. Désormais, les gangs font la loi jusque dans le centre-ville de la capitale. Et la police est impuissante. C'est un coup. Un climat d'insécurité permanent qui provoque un ras-le-bol de la population. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Et une véritable psychose chez les Français qui vivent sur place. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Plongé dans un pays au bord du chaos, où les gangs font la loi. Dans le centre-ville de la capitale, chaque jour, c'est la même symphonie. Celle des fusillades entre gangs. Dans le collège Saint-Martial, les rafales d'armes automatiques n'étonnent plus personne. Qu'est-ce qu'on entend là? Ouais, c'est des tirs. Et là, c'est proche. Et c'est nourri. Jean! Le père Benjamin, l'un des professeurs de catéchisme, semble blasé, mais il est inquiet tout de même. Il doit traverser la ville pour un rendez-vous important. Mais ici, sortir en voiture ne se fait jamais à la légère. Tu penses qu'on va pouvoir y aller là? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller. Jean, qui l'accompagne dans chacun de ses déplacements, Eh ben on y va. va en faire les frais. C'est dangereux, mais bon. Ce ne sont pas les balles perdues que le prêtre français redoute, mais De plus l'enlèvement. en plus.
On va être prudent, on va regarder. Pour éviter le pire, Jean est chargé de lui indiquer l'itinéraire le moins risqué. Seulement le jeune homme hésite. Et le père Benjamin commence à angoisser. Là, attends. Jean, Mon père. qu'est-ce que ça me fait là? On a suivi. Hein? Allez! On a fait ici. Quoi? On a fait ici parce que ici, on tient paralysé là. Mais là, fais attention quand même. J'ai entendu, mon père. À droite, Jean, ou bien? Nous voit les nappes, c'est pas capopéen là. Allez, vas-y, dépêche-toi. À droite ou à gauche? Peut-être à droite. C'est à droite. Mais on a bloqué quand même. Putain, vacho. Surtout ne jamais s'arrêter. Car depuis quelques semaines, les religieux sont devenus eux aussi la cible des gangs. Une autre congrégation française en a fait l'expérience. Alors qu'ils se déplacent en minibus, le père Michel et la sœur Agnès sont enlevés avec 8 Haïtiens dans un quartier périphérique de la capitale. Ils sont emmenés par leurs ravisseurs dans cette partie de la ville, la Croix des Bouquets. Un nom poétique pour un territoire tenu par l'un des gangs les plus barbares de Port-au-Prince, les Mawozo, les mauvais garçons en créole. Un gang qui aime étaler sa puissance de feu sur les réseaux sociaux. En t-shirt rouge, leur chef surnommé La Mort sans jour est fier de montrer à la caméra ses dernières victimes. Regardez. Deux corps présentés comme des policiers. On leur a coupé les parties à ces policiers et on les a grillés. Ce sont eux qui sont en train de griller. Avec nos balles, nous, on n'a peur de personne. On ne rigole pas. Si vous n'êtes pas content, on vous attend. Avec ces images macabres, La Mort sans jour terrorise la population et prévient les gangs rivaux comme les forces de l'ordre du sort qui les attend. La Mort sans jour qui est souillé même. Moi-même, c'est bas en pleine. Je suis le vampire de la plaine, le maître des morts. Je suis celui qui fait ce qu'il veut, au nom de Dieu, du diable et des esprits. Il y a des hommes pires que moi, qui sont devenus présidents, ministres, sénateurs. Ces gars-là ne sont pas plus sérieux que moi. Moi, je suis un homme de parole, sauf que moi, j'utilise des armes. Ça pourquoi arriver? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tuer une famille et d'avoir des remords? Journaliste, je vais te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas nous qui avons créé la mort. Elle existait bien avant nous. Excuse-moi. Eh mec, je suis en train de faire une interview là, je te rappelle. Il a beau se cacher derrière un foulard, tout le monde connaît son visage poupin. Voici son avis de recherche. La Mort sans jour s'appelle en fait Joseph Wilson. Pour libérer sœur Agnès et le père Michel, il réclame $1 million. Nous allons essayer de le rencontrer. Pour cela, nous avons fait appel à 2 reporters haïtiens qui affirment bien le connaître. Il a 14 enfants avec 13 femmes. Il est un prêtre vaudou tout. Ça veut dire quoi, il est un prêtre vaudou? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il fait de la magie haïtienne. Est-ce qu'il est respecté dans son quartier? Très respecté. C'est-à-dire que pour nous, c'est un bandit, mais pour son quartier, c'est un peu un héros. C'est un leader. Il est très ouvert aux journalistes, parce que nous, on a l'habitude d'aller. Vous, oui, mais est-ce que moi, si je vais l'interviewer, je risque pas d'être enlevé? Ah, je ne sais pas. L'un d'eux tente de négocier un rendez-vous pour nous. Alors. Oui, chef là, comment est-ce que c'est journaliste ça? Quand il y a 2-3 personnes qui viennent, est-ce qu'il y a qu'à venir en dedans avec caméra? Non, pas d'accord, caméra dans la zone là. Ok. Fin de non-recevoir. Pas le temps de lui poser d'autres questions. Nous décidons de le rappeler, mais cette fois-ci avec notre traducteur. La Mort sans jour? Vous m'entendez? Qui gens ou traité et au jour, est-ce que vous allez manger? Oui. Ok.
pas eu aucun problème en particulier avec les Français. Est-ce qu'on peut le rencontrer? Est-ce que nous sommes capables de rencontrer vous? La mort sans jour se méfie. Il sait que les religieux français qu'il détient valent de l'or et il a peur d'un piège. Sur le marché du kidnapping, toutes les cibles n'ont pas le même prix. Les enlèvements font aussi des victimes dans les quartiers les plus pauvres. Au bout de cette ruelle de la cité Choun, une maison de tôle de 10 mètres carrés. Magdala, 33 ans, nous dit avoir été enlevée par les Mawozo. Sa vie a basculé en décembre 2020, alors qu'elle est en compagnie d'un chef d'orchestre connu en Haïti. 5 individus armés l'enlèvent en pleine rue. Ils m'ont braqué avec leurs armes et m'ont attrapé par le cou. Ils m'ont forcé à monter dans leur voiture et mis une cagoule sur la tête. À partir de là, la jeune femme va vivre un calvaire. J'avais des mèches très longues et un homme a pris un briquet. Il a commencé à les brûler. Regardez mes cuisses, ils m'ont brûlé. J'ai beaucoup crié, ça me faisait tellement mal. J'ai entendu qu'ils demandaient $1 million. Moi, payer $1 million, je ne travaille pas assez. Où aurais-je trouvé cet argent? J'allais mourir. $1 million pour libérer Magdala et le musicien. Ça serait très loin d'avoir les moyens. Heureusement, la famille du maestro va se montrer compatissante. La famille du chef d'orchestre a donné $300 000 pour les 2 otages. 3 jours plus tard, Magdala est enfin relâchée et abandonnée au bord d'une route. On est allé chercher ma soeur et quand on est arrivé, elle était par terre, couverte de sang. Je pensais qu'elle était morte. J'ai dit, on a tué ma soeur. Et puis on m'a dit qu'elle n'était pas morte, juste qu'elle n'arrivait pas à parler. C'est comme ça. Depuis 5 mois, Magdala ne sort plus de chez elle. Traumatisée, elle a arrêté de travailler comme vendeuse ambulante et rêve de quitter définitivement Port-au-Prince. 10 jours après l'enlèvement des religieux français, toutes les cloches du pays sonnent en même temps, à midi pile. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils les entendront forcément. Une manière de leur donner du courage, car les négociations piétinent. En Haïti, le kidnapping est devenu un sport national. Plus d'une dizaine par jour. 76 gangs se partagent désormais les rues du pays. Le plus puissant, celui d'un certain Barbecue. Après une dizaine de jours de négociations, nous avons obtenu une rencontre avec lui. Son fief, le quartier populaire de Delmas. Jimmy Cherizier alias Barbecue, le voici, coincé entre ces 2 gardes du corps. Sans sa protection, nous n'aurions même pas pu filmer dans le quartier sans nous faire dévaliser. Nous découvrons un homme en t-shirt bariolé et bermuda, plutôt affable, et qui nous explique les origines de son surnom. Quand j'étais enfant dans mon quartier, il y avait plusieurs Jimmy. Mais ma mère vendait du poulet grillé. C'est juste parce que maman alors m'a surnommé Barbecue. Et qui était chargé l'autre Jimmy dans le quartier, il était différencié ma Jimmy, ça a été Barbecue. Voilà pour la belle histoire. Mais comme le montrent ces images, la réalité est beaucoup plus sordide. La spécialité de Barbecue, faire brûler des maisons, avec leurs occupants bien sûr. Le nouvel homme fort de Port-au-Prince est à la tête du G9, une sorte de fédération de 9 gangs qui contrôle une bonne partie des quartiers de la ville. Il
Il y a encore quelques semaines, Barbecue, ici avec la veste en jean, n'hésitait pas à parader en plein jour dans la capitale avec ses partisans armés. Mais Jimmy Cherizier n'a pas toujours été un bandit. En 2018, il était encore policier. Il n'y a qu'en Haïti que l'on peut passer aussi vite de flic à chef de bande. Il est officiellement recherché par les autorités pour plusieurs massacres, dont un qui a fait 71 morts en 2018. Il a accepté de nous rencontrer à une condition, que nous ne filmions pas les hommes en armes qui le protègent en permanence. Par contre, il veut absolument nous présenter son chaton. C'est le vôtre? C'est à moi. Car aujourd'hui, Jimmy Cherizier veut donner l'image d'un homme respectable. Je voudrais que le monde entier sache que moi, Jimmy Cherizier, qu'on appelle Barbecue, je n'ai jamais volé, pas même une fois dans ma vie, je n'ai jamais kidnappé qui que ce soit, jamais. Vous n'avez jamais tué personne? Laisse-moi porter une précision pour vous. Je n'ai jamais tué pour de l'argent. Mais vous avez tué pour autre chose? Je ne dis pas ça. Le gangster assure n'avoir jamais enlevé personne à Port-au-Prince. Pas si sûr. Nous retrouvons le père Benjamin, qui enseigne le catéchisme au collège Saint-Martial. Il a affaire à Barbecue et à ses hommes régulièrement. L'établissement se trouve tout près d'un quartier contrôlé par le chef de gang. Comment nous y est là? A frappé là? Oui. Ça n'a pas réglé. C'est en lait? Oui, pour en lait net? Attention en lait, il y a un tiré en lait. Oui. Ils visent pas des gens, ils tirent en l'air pour créer un sentiment d'insécurité, pour montrer que yo là, ils sont là, et puis attention, on peut pas faire ce qu'on veut là-dedans. On allait dans la boutique là. L'école et ses professeurs sont souvent ciblés par les hommes de Barbecue. Et pas seulement par leurs tirs. Ici aussi, il y a eu un kidnapping de religieux. Un prêtre haïtien. Avant-hier, là, on a un confrère qui habite dans cette maison, qui est un prêtre diocésain, qui s'est fait kidnapper. Ils l'ont emmené en détention. Ils étaient une quinzaine dans la geôle. Il a négocié avec Barbecue, qui est le chef de gang, pour être libéré. Mais il a dû laisser sa voiture et ses affaires. Il est sorti presque nu. Et c'est les gens qui lui ont donné des habits pour qu'il puisse revenir ici. Non, c'est terrible, c'est terrible. Et pourtant, l'école pensait avoir acheté sa tranquillité. Pour assurer notre protection, eh ben, ils nous demandent une petite contribution, soit en nature, soit en financière. Des mecs qui viennent là, armés jusqu'aux dents, qui viennent s'asseoir là sur le banc où on était tout à l'heure, hein. Puis on discute. Ah ouais. Ah ouais. Un véritable système mafieux. En Haïti, l'Église est une des dernières institutions à tenir encore debout. Elle fait fonctionner des hôpitaux, des écoles et même des universités. Elle est donc devenue une cible. Pour les gens, eh bien, l'Église est riche. Alors qu'on n'est pas riche. Si on était riche, on aurait déjà fini de construire notre école. Effectivement, le père Benjamin manque d'argent pour ses travaux. Il est chargé de la reconstruction des bâtiments qui se sont écroulés lors du tremblement de terre de 2010. Pour l'instant, seule la maternelle a déjà été rénovée. Le père Benjamin cherche même 500 000 € pour restaurer sa chapelle. Tu vois le transept un peu explosé là? Voilà. L'établissement catholique, fondé au 19e siècle, accueille 1700 élèves. De la maternelle à la 3e. Comment ça va, jeune homme? Le père Benjamin assure chaque semaine 4 heures de catéchèse. Comment s'est passé mon examen? Plutôt difficile ou plutôt facile? Dans cette classe de 3e, la plupart des élèves payent leur scolarité grâce à leur famille installée à l'étranger. Le quotidien d'ici leur pèse. Pourquoi c'est stressant? Cette affaire de kidnapping, de disparition, c'est vraiment... Si vous choisissez tous un endroit où vous pouvez partir, vous resteriez en Haïti ou est-ce que vous partez en Haïti? Levez la main ceux qui partiraient.
Au grand désespoir du père Benjamin, ses élèves ne rêvent que d'émigration. Bon, d'accord. Il faut dire que le collège se trouve dans un secteur violent de la ville. Une zone de conflit entre deux quartiers, le Haut Bel Air et le Bas Bel Air, contrôlé par Barbecue. Et justement, la veille, ces hommes ont lancé un raid, avec un équipement digne des forces de l'ordre. Ils se sont déployés hier après-midi vers 3 heures. Il y avait des tirs de gaz lacrymogène, des tirs, des balles réelles aussi. Bon, ça a duré très tard dans la nuit. On a pillé des maisons, mais je n'ai pas encore un bilan pour savoir s'il y a eu des personnes qui ont été tuées ou si d'autres maisons ont été incendiées. Brice Destin est membre d'une organisation de défense des droits de l'homme. Il comptabilise les exactions de Barbecue dans ce quartier du Haut Bel Air. Depuis 2 ans, les habitants vivent en état de siège permanent. Ici, pour rester en vie, il faut longer les murs. Pour éviter les balles, à tout moment, il peut y avoir des tirs. Eux, ils connaissent. Dès qu'il n'y a pas possibilité, ils nous diront. Ah, viens. Les éclaireurs nous font signe. Nous pouvons avancer. Plus on se rapproche de la frontière avec le quartier de Barbecue, plus le risque augmente d'être pris pour cible par ces tireurs embusqués. Allons-y. Alors, comme dans une ville en guerre, il faut éviter les grandes allées à découvert. D'accord. Et passer par des chemins détournés. Heureusement qu'il y a beaucoup de corridors. On passe à travers les petits espaces entre les maisons. Et c'est ce qui leur permet de circuler sans se faire repérer par les gangs. Nous voici enfin à quelques dizaines de mètres de la frontière. On court. C'est en courant. Allons-y. Là, on vient ici. Au milieu de la chaussée, des sacs de sable ont été montés en barricade par les habitants. Pour éviter les balles. Sortez du bas. Bas ici. Ça chauffe souvent ici, tous les jours. Ce jour-là, le quartier de Bel Air ne va pas faire mentir sa réputation. Une ambulance a été appelée en urgence. C'est une plaie par balle. 116 m'a appelé, il y a une plaie par balle là à Bel Air. Ça arrive souvent. Ce sont deux groupes qui se battent. Le plus grand défi pour Claudie, Charles et Joseph est d'arriver avant que les victimes ne meurent. Car circuler dans Port-au-Prince est une épreuve. Personne ne se pousse, même pour une ambulance. Et puis ce n'est pas tout. Bloqué. De nombreuses routes sont barricadées aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec cette rue? Peut-être il y a un enlèvement dans cette zone. Effectivement, souvent après un enlèvement, les habitants se mobilisent. Ils vont jusqu'à bloquer leur quartier. Ce jour-là, ce qui a déclenché leur colère, c'est le kidnapping d'un commissaire de police à la retraite qui habite cette maison. 2 voitures sont venues et puis les gens sont sortis avec leurs fusils, ils ont braqué, ils sont entrés. Ils sont entrés par où? Montrez-moi. Ils ont demandé une rançon déjà? Oui, 700 000 $ américains. Nous ne sommes pas contents avec ce qui se passe dans le pays. Pas seulement dans nos quartiers, non, dans tous les pays. Défendre leur petit bout de territoire est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour interpeller le gouvernement. Malheur à ceux qui voudraient tout de même passer. On les attend avec des pierres ou des bouteilles de verre à la main.
Un climat de guerre civile. On claque même sporadiquement des détonations. Résultat, voilà 30 minutes que les ambulanciers cherchent un passage pour aller chercher leurs blessés par balle dans le quartier de Bel Air. Coup de chance, les policiers sont en train de dégager une rue. Elle a bourré, même. Elle a obligé, camper. Quand ils arrivent, heureusement, le blessé par balle est encore en vie. Il est touché à la cuisse. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Les badauds parlent d'un règlement de compte entre gangs. Reste à rejoindre l'hôpital. Mais là, tout va se compliquer pour les ambulanciers. Mais alors pourquoi y a-t-il tant de violence en Haïti ? La réponse, c'est Brice Destin qui nous la donne. Nous le retrouvons dans le No Man's Land qui sépare les quartiers du Haut Bel Air et du Bas Bel Air. Il nous explique que ces guerres entre gangs sont alimentées par les partis politiques. Le pouvoir en place a une façon de faire les choses. Pour lui, c'est d'armer ses propres gangs contre les populations civiles des quartiers défavorisés qui ne sont pas dans leur camp. En clair, le quartier du Haut Bel Air vote pour l'opposition et il est acquis au parti de l'ancien président, Jean-Bertrand Aristide. Voilà nos présidents. Nos présidents à nous. Oui. Il faut que je vous dise. Pour ce président, autrefois, on était prêt à mourir, autrefois, à aller au cimetière pour aller dans le cimetière. Seul problème, le quartier voisin, lui, serait pro-gouvernemental. Barbecue, qui le tient, est soupçonné d'être soutenu et financé par le président en place, Moïse Jovenel. Ok, ici, c'est vu des pierres comme ça ici, ok? Des pierres, des gros bouts de pierres. Tu veux dire que c'est tout des armes. Que vous avez pour vous défendre? Oui, c'est tous, mais en bas, il avait des armes, ok? Des grosses armes, fusil d'assaut. C'est des cartouches. Il nous a attaqués avec des vraies balles. Comme si de rien n'était, Barbecue de son côté bat campagne. À le voir comme ça, il ressemble à n'importe quel homme politique qui viendrait chercher des voix sur les marchés. Souvenez-vous, l'homme est à la tête de 9 gangs, fédérés en un groupe appelé le G9. Mais à l'entendre, il ne dirige pas un groupe mafieux. Il y a des gens qui disent que je suis un chef de gang. Mais moi, je ne le dirais pas comme ça. Des jeunes qui... Pour moi, nous sommes juste un groupe de jeunes dans un quartier populaire qui se sont regroupés. Barbecue et son G9 ont même déjà un programme politique. Le rôle du G9, c'est de lutter contre le crime. Le rôle du G9, c'est de lutter pour que les gens puissent avoir un toit, une maison pour dormir. C'est de lutter pour que les gens puissent avoir de l'eau potable, l'accès à la santé. Regardez dans quelles conditions les Haïtiens vivent. Dans quelques mois, le pays va élire son nouveau président et de nouveaux députés. La moindre voix va compter. Barbecue et son G9 redoublent donc leurs attaques pour s'emparer des quartiers qui votent pour l'opposition et donc contrôler leur bureau de vote. En 2 ans à Bel Air, ils ont tué 77 personnes et brûlé une centaine de maisons. C'est ici qu'a eu lieu leur dernière grande attaque, il y a quelques semaines. 15 morts, dont une vieille dame de 86 ans. Sa maison a été incendiée. Elle habitait ici. Ces 2 points étaient cassés. Ils ont cassé les 2 bras et l'ont jeté du premier étage. C'est là où arrivait l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait des brûlures partout et de nombreuses fractures. Le même jour, une autre maison a pris feu. Monsieur Franck. Tout a été calciné là. Oui, tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Monsieur Franck avait 81 ans. Franck est mort ici. Il était paralysé. C'est là que Franck a été calciné.
Il n'en reste plus que ses os calcinés. Le surnom de Jimmy Cerisier alias Barbecue prend tout son sens. Quand vous entendez le nom de Barbecue, vous pensez que c'est du cinéma, mais c'est un vrai méchant. Tous ces meurtres, Barbecue ne les renie pas. Et même, il les justifie. J'assure tout ce que le G9 a fait. Les gars de Bel Air sont arrivés et ont tué 6 personnes. 6 de mes gars. Donc mes hommes ont répliqué pour venger les 6 personnes. C'est aussi simple que ça. Comme le montre cet avis diffusé par la police, Barbecue est un homme recherché pour meurtre. Au commissariat de quartier, nous avons donc demandé aux policiers pourquoi ils n'arrêtaient pas le criminel. Barbecue, on peut voir d'ici. Pourquoi vous n'allez pas l'arrêter? Pas de réponse. Sinon un éclat de rire. Pourquoi? Nous avons sollicité l'équivalent du ministre de l'Intérieur, mais il a refusé de nous répondre. Le commandant de police d'Aumont-Saint-Cy est l'un des rares à s'exprimer. Membre d'un syndicat de gauche, il dénonce la collusion entre le pouvoir et Barbecue. Barbecue, tout le monde sait où il habite. Pourquoi vous, la police, vous n'allez pas l'arrêter? Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'arrêter car nous n'avons pas reçu l'ordre de le faire. Nous n'avons pas gagné l'ordre pour ça. Et deuxièmement, on voit bien que ni le gouvernement, ni notre état-major n'ont l'intention de le faire. Pas gagner ça en perspective. Donc ça veut quand même bien dire que l'état-major et le pouvoir le protègent. Assurément, absolument. La police haïtienne est impuissante et souvent complètement dépassée face à des gangs très bien organisés. Il y a à peine quelques semaines, 3 véhicules blindés d'une unité anti-gang tentent d'attaquer une bande. Ils sont mis en déroute. Bilan, 5 policiers morts. Les voyous affichent fièrement leur prise de guerre sur les réseaux sociaux. Des fusils d'assaut, des gilets pare-balles et même un blindé. Humiliation nationale, l'État haïtien a dû ensuite le racheter au gang. 80 000 $. Depuis ce massacre, la police redoute d'intervenir. Ils ont peur parce que les policiers ont peur. Donc, bandits, ils ne sont pas rassurés car les gangs possèdent des armes lourdes. Et ils ont aussi des armes à longue portée. Et nous-mêmes, nous n'avons pas à longue portée. La police a baissé les bras. Désormais, la pire menace pour les chefs de bande comme Barbecue, ce sont les gangs rivaux. Justement, il y a quelques jours, après notre interview, l'homme fort de Port-au-Prince a été blessé par balle lors d'un affrontement contre une bande ennemie. Règlement de compte incessant, déshérence de l'État, la population est la première à trinquer. Avec un salaire moyen de 55 € par mois, les Haïtiens n'ont pas d'autre choix que de subir. Mais en ce moment, un vent de révolte souffle sur Port-au-Prince. Comme le disent les Haïtiens, ça a assez. Il y en a marre. Dans les rues de Port-au-Prince, nous retrouvons l'ambulance qui transporte le blessé par balle. Joseph, Charles et Marie-Christine tentent de rejoindre l'hôpital, mais les rues de la capitale leur réservent encore des surprises. Voilà maintenant une demi-heure qu'ils cherchent un passage. Et la situation se complique encore. Un étudiant vient d'être enlevé et tout le campus est descendu dans la rue. Les jeunes envahissent plusieurs bâtiments publics pour demander la fin des enlèvements. Nous regagnons les rues aujourd'hui pour dire non à la kidnapping, non à ce système corrompu qui kidnappe les étudiants, les professeurs, les masses défavorisées. Les étudiants s'en prennent ensuite à un symbole de l'État, la direction des impôts. Et pour une fois, journaliste français,
Les policiers sont là rapidement. Malgré ce climat d'émeute, l'ambulance parvient enfin à rejoindre l'hôpital au bout d'1 heure. Le patient, il est encore vivant. Une pénible journée pour tout le monde. Joseph laisse échapper sa lassitude. C'était comment par rapport à tout le pays, toi? Pas trop bien. Je ne me sens pas de ma peau à cause de la situation politique du pays, tu vois. Tout ça bouleverse, tu vois. Pas moi seulement, presque tout le monde. Dans la communauté où vivent les 2 religieux français enlevés, c'est aussi le découragement. Cela fait 15 jours maintenant que les otages sont aux mains des Mawozo. Les ravisseurs exigent $1 million, une somme impossible à payer pour la petite communauté. Les négociations sont au point mort. Pauvreté, gang, violence, un cocktail explosif pour la société haïtienne et pour ses membres les plus fragiles. Les enfants, qui payent un lourd tribut. Les adoptions sont en berne dans le pays. Par le passé, des milliers de petits Haïtiens ont été adoptés par des familles françaises. Mais aujourd'hui, à cause de l'insécurité, les chiffres se sont effondrés. En 20 ans, Evelyne Louis-Jacques a trouvé des familles pour 300 enfants. Tous n'étaient pas orphelins, mais pour la plupart, ils n'ont que cette chance pour échapper à la misère. Il y a des parents qui ne peuvent pas prendre soin économiquement de leurs enfants et qui les emmènent à l'orphelinat pour être adoptés, sachant que l'enfant sera mieux pris en charge. Il y a 10 ans, nous avions déjà filmé dans cet orphelinat. Quelques jours après le tremblement de terre qui a totalement détruit la capitale. Nous avions assisté au sauvetage miraculeux d'une petite fille. Lynn Vanessa était restée 5 jours sous les décombres. Mais ce jour-là, de nombreux enfants n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Une journée épouvantable. Et en entendant tous ces cris-là, il y avait de quoi devenir fou. Après la catastrophe, dans la cour de l'établissement, Evelyne a installé un arbre du souvenir. Ça représente les 56 enfants décédés lors du tremblement de terre. Aujourd'hui, alors qu'elle a tout reconstruit, Evelyne, comme les 750 autres orphelinats de l'île, affronte une autre catastrophe. En novembre 2019, 2 Français qui venaient adopter sont tués dans un braquage à leur arrivée à Port-au-Prince. C'est terrible. Une situation catastrophique. Ça a bouleversé l'ordre des choses. Suite à cet assassinat, la France a suspendu toutes les procédures d'adoption en Haïti. Evelyne ne trouve plus assez de famille. Elle n'a plus d'argent. Alors elle a décidé de fermer. Son principal regret, 4 enfants de son orphelinat n'ont pas encore trouvé de famille. Elle ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Une bonne partie de l'économie du pays est ainsi à l'arrêt. Les Occidentaux ont fui l'île. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans les restaurants qu'ils fréquentaient. Il y a 2 ans, ils faisaient la queue sur le trottoir pour avoir une table ici.
C'était plein le vendredi soir, les samedis soirs. On n'a plus ça. Et pourquoi? Il n'y a personne. Les gens ne sortent pas. Ils ont peur de sortir. Seul un secteur prospère, celui des sociétés de sécurité. Il en existe une trentaine qui protègent les habitations des plus riches et tous les commerces importants. La filière emploie 15 000 hommes en armes. La sécurité, un des nombreux casse-têtes pour les Français qui ont décidé de rester vivre en Haïti. Mais ce n'est pas le seul. Ici, tout le quotidien est compliqué. Nous avons rendez-vous en banlieue de la capitale, dans un quartier plutôt huppé. C'est ici qu'habite Virginie Tillus. Je suis pas convaincue, mais ah si, ça y est. Une humanitaire qui est tombée amoureuse d'Haïti il y a 20 ans. Elle est mariée avec David, un Haïtien qui a fait ses études à Lyon. La maison est grande, mais le confort est nettement plus sommaire qu'en France. L'électricité, par exemple, est un luxe rare. Grosso modo, depuis 2018, on a environ 4 heures de courant par semaine. Donc, on a investi dans des panneaux solaires qui nous permettent d'être autonomes en électricité. Dans sa maison, elle n'a pas non plus l'eau courante. Alors, elle a installé une citerne sur le toit pour récupérer l'eau de pluie qui alimente cuisine et salle de bain. Donc là, je vous accompagne au réservoir de la maison, qui est un lieu stratégique, puisque c'est là qu'on stocke l'eau qui est collectée pendant la saison des pluies, donc la moitié de l'année en fait. Et l'autre moitié de l'année, on fonctionne sur l'eau collectée pendant la saison des pluies. Donc l'enjeu, c'est de ne pas consommer plus d'eau que contient ce réservoir. Virginie n'a pas les moyens de se payer un vigile. Mais sa maison ressemble à un bunker. Les maisons sont généralement aménagées avec des barreaux aux fenêtres et puis des barbelés sur les murs ou bien des tessons de bouteilles. Depuis 2 ans, les Français vivent la peur au ventre, sous la menace permanente des kidnappings. Et ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est que je ne sors plus, que je n'ai plus de vie sociale et qu'on est finalement confiné. Et c'est pas à cause du Covid, c'est à cause de l'insécurité. Virginie ne sort de chez elle que si elle a une obligation importante. Toujours en voiture, toujours accompagnée. Je circule en ville le moins possible parce que j'ai peur. Et ce sentiment d'insécurité, il y a 20 ans, il n'existait pas du tout. Tu fermais pas ta voiture à clé, tu loquais pas les portes. Et aujourd'hui, tu fais attention à tout, tu regardes à côté de toi, tu regardes devant, tu regardes derrière et tu es extrêmement stressé parce qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Depuis quelques mois, elle sent aussi monter une certaine animosité contre les Occidentaux et en particulier les Français, les anciens colonisateurs. Donc parfois, on peut être l'objet de remarques, de critiques, d'insultes. Et ça, j'y suis pas habituée, donc ça peut faire mal. Et c'est quoi comme genre d'insulte? Retourne dans ton pays, celle qui fait mal, parce que je suis quand même dans mon pays, même si je suis pas haïtienne. Un pays qu'elle aime et qu'elle tente de changer. Son ONG travaille sur la question des ordures qui ne sont pas ramassées. Les Haïtiens ont l'habitude de les jeter dans la rue et de les brûler sur place pour les faire disparaître. Un scandale écologique et une catastrophe pour la santé des habitants. Bienvenue à l'école du collège classique. La plus grande fierté de Virginie, avoir rendu l'air respirable à ses écoliers. Elle a fait disparaître une décharge sauvage qui se trouvait derrière l'école. Aujourd'hui, à la place du tas d'ordures, l'ONG a planté pour les enfants ce jardin d'Éden. Donc là, j'ai dit, on a dit, tiens, il y a des fraises. À Kinskov, on a des fraises. Ça, c'est broméliade. Alors l'aloe, on s'en sert aussi comme plante médicinale, pas vrai? On s'en sert aussi pour le Covid. Oui. Quand on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se ressourcer, on vient ici avec un bouquin, donc c'est agréable. Malgré toutes les difficultés,
Virginie refuse de quitter Port-au-Prince, contrairement à beaucoup d'expatriés. Depuis 2 ans, un tiers des Français ont fait leurs valises. Ils ne sont plus qu'un gros millier dans tout le pays. Pour échapper à cette ambiance de guerre civile, certains Français ont choisi de s'installer à Jacmel, au sud de l'île, dans un petit paradis. Mais c'est un Eldorado qui se mérite. Pour s'y rendre, il faut emprunter des minibus. On s'y entasse parfois à plus de 30. Confort minimum et risque maximum, car les routes haïtiennes sont dangereuses. Les chauffeurs ne sont pas toujours concentrés sur leur conduite. Et l'état des véhicules n'arrange rien. Il n'y a pas de contrôle technique ici. Résultat, on compte 50 fois plus de morts au kilomètre qu'en France. Sur notre itinéraire, la tragédie s'invite à mi-chemin. Un camion dont les freins ont lâché et qui s'est retourné sur ses occupants. Il a perdu le contrôle et il est tombé là. Il y a 3 morts, le chauffeur et 2 autres personnes. Après 3 heures de route, nous voici enfin à Jacmel. La cité balnéaire est réputée pour ses plages, pour ses chutes d'eau et pour ses maisons coloniales. Mais même au paradis, la crise se fait sentir. Les touristes étrangers ne viennent plus. La seule qui s'en sort, c'est une Française de 80 ans, Claudie. Elle tient une petite pension et un restaurant. Ça, ce sont des feuilles de corosol. On les cultive dans le jardin. Son truc, elle s'adresse surtout à la clientèle haïtienne. Mes collègues qui ont de grands hôtels ne travaillent pas, alors que moi, je travaille tous les jours. Ils ne pensent pas à cette clientèle locale qui veut venir sur les plages ou ailleurs, mais qui ne veut pas payer en dollars américains. Ancienne secrétaire d'ambassade, Claudie a travaillé partout dans le monde. Mais c'est ici qu'elle a voulu s'installer. Haïti est un bon pays. C'est les Haïtiens qui ne l'apprécient pas. Ils rêvent tous de partir à New York ou à Montréal ou ailleurs, mais Haïti, c'est un pays qui est très agréable. Il faut le prendre comme il vient. S'accommoder surtout de ses avantages, et puis accepter les inconvénients. Des inconvénients à Jacmel, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, la ville n'a jamais connu d'enlèvement. Un voleur a bien essayé de cambrioler l'établissement de Claudie il y a quelques semaines, mais la tentative a viré au ridicule grâce au chien de garde de la Française. Ça, je vous présente, on appelle Nico. C'est mon mouton, mon bélier. L'autre soir, il y avait des voyous. Le mouton les a chargés. Et le garde de sécurité leur a tiré après. Là, ils sont partis à toute vitesse. Mais le garde de sécurité avait besoin que le mouton avait fait le travail. Et c'était une petite histoire. Pour l'instant, Jacmel n'est pas touché par la violence qui frappe le pays. Mais jusqu'à quand ? Coup de théâtre à Port-au-Prince. Après des jours de négociations, les otages français sont enfin relâchés. Après 19 jours de détention. Et 6 otages restants, dont 2 Français et 4 Haïtiens, sont libérés et sont en bonne santé. Les Mawozo réclamaient $1 million. Ils en auraient touché 50 000, selon l'un des négociateurs de l'église. À peine libérés, les religieux sont transférés dans cet hôpital catholique. Sœur Agnès, 80 ans, semble en bonne santé. Est-ce que vous avez eu peur ? Ah ben, il y a eu des moments difficiles. Mais est-ce que vous avez pensé que ça pourrait mal se finir ? Ben, bien sûr. Vous avez pensé qu'il pourrait vous tuer ? Ben, bien des fois. Pour tenir le coup en captivité, Sœur Agnès avait 2 activités, la prière et la gymnastique.
temps en temps, devant les autres, j'osais faire mes mouvements. Et j'en entraînais d'autres à en faire. Vous qui avez 80 ans, vous avez entraîné les autres à faire de la gym pendant la détention? Quelques-uns. Sœur Agnès retrouvera son couvent dès le lendemain. Le père Michel, lui, ne voulait même pas être hospitalisé. Bonjour mon père. Bonjour. Heureux de vous voir en liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Comment vivez-vous ce premier jour de liberté? Bon, c'est très sereinement, bon, humblement, on essaie de... Je ne me rends pas encore compte de ce qui se produit, mais... Et vous en voulez à vos ravisseurs? Non, pas du tout. Le lendemain, sur les hauteurs de Port-au-Prince, nous retrouvons le père Michel devant son église, qui est restée fermée pendant 3 semaines. Voilà, bienvenue à l'église paroissiale de Saint-Roch. Il nous raconte plus en détail sa détention. 4 nuits à la Belle Étoile, puis dans des maisons insalubres, 24 heures sur 24 à même le sol. Les conditions pour dormir, c'était pas évident. Bon, sur les cartons. Sur les cartons, notre corps nous faisait mal au bout des nuits, au fil des nuits. On a été bien traités, on n'a pas été battus, menacés. Ils nous ont tous dit, si on avait du travail entre nos mains, on ne ferait pas ce que l'on fait aujourd'hui. Mais la situation s'est tendue la dernière semaine avec les ravisseurs. Ils ont pris la décision de ne plus nous apporter à manger. Pas en représailles contre qui, contre quoi, je ne sais pas. Et donc, ça a été un petit peu dur. Et ça a duré combien de temps, ça? 5-6 jours. Jusqu'à la libération. Ça attendait pas du tout. À 1h du matin, on nous réveille avec grand fracas, lumière dans les yeux, flash dans les yeux, en disant levez-vous, prenez vos affaires, allez, et rapide. Le père Michel vit dans le quartier de Saint-Roch depuis 4 ans. Même. Ici, tout le monde le connaît. Il n'a pas perdu sa bonne humeur. Ah, n'oubliez pas ses parents. Et quand nous, on va passer un bas encore. Tout est bon, oui. Tout est bon, tout, oui. Ni son humour. Bonne journée. Tout le village est heureux de le voir revenir. Une classe du collège est même venue le saluer. Il leur parle de sa rencontre avec le chef des Mawozo, la mort 100 jours. Quand j'ai évoqué avec la mort 100 jours, en voulant lui expliquer que les armes font les gens périr, j'ai pris l'exemple de Gandhi en Inde, pour lui dire que la non-violence apporte le changement. Il en est bien conscient. Mais malheureusement, il est victime dans l'engrenage où il est rentré dedans. Tous ont un rêve. Que le prochain président, qui sera élu dans quelques mois, mette fin à tout ce chaos. Mais le père Michel n'a pas beaucoup d'illusions. Ce que je crains est qu'arrivé un moment, ça va devenir un moment tragique pour le peuple haïtien. Premier dimanche depuis sa libération, et première messe à célébrer avec ses fidèles. Des retrouvailles. Le père Michel sait qu'il ne quittera pas le pays. Quoi qu'il arrive, sa place est ici.